Beyrouth s'éveille chaque jour dans ses réalités multiples et complexes, dans un Liban proche de la paralysie, privé d'essence, de médicaments, d'électricité. Pas de lumière sauf pour les immeubles possédant des générateurs privés. Le pays survit grâce à l'aide internationale. L'hôpital privé Saint-Georges en est un symbole. Détruit lors de l'explosion de 2020, il a été entièrement reconstruit grâce au financement d'ONG. L'association marseillaise Humanitera vient pour la première fois à Beyrouth pour identifier les besoins dans les hôpitaux. Son président, c'est lui, Mohamed Salem, chirurgien à Aubagne. Il y a eu la crise et vous avez rebondi rapidement. C'est un premier contact qu'on fait chez vous parce qu'on est sollicité par notre région sud marseillaise qui est très très liée au Liban. Et on s'est dit pourquoi pas venir aider dans ces circonstances le peuple libanais à travers ça, donc les structures sanitaires libanaises. Face à eux, le représentant de l'ordre des médecins. Il est nommé par le gouvernement du Liban. Qui a été créé en 1998. La crise économique qui est assez sévère a fait qu'il y a beaucoup de pénuries de médicaments, de matériel. Du point de vue médecin, on en a assez de médecins au Liban. Nous avons 15 000 médecins, mais il y a eu une fuite de médecins vers l'Occident ou bien vers les pays arabes, jusqu'à maintenant aux alentours de 2000, malheureusement. C'est des coupures d'électricité qui arrivent régulièrement ici ? Non, à midi, je crois. C'est midi, non, Georges? Oui. Une coupure qui n'étonne plus personne. Après 15 ans de guerre civile, les révolutions se multiplient, comme en 2019, contre la corruption des dirigeants du pays. Mais en 2020, l'explosion sur le port met fin aux espoirs révolutionnaires. Le Liban s'effondre. Cette crise ébranle deux piliers fondamentaux d'une société, santé et éducation, toutes classes sociales confondues. Dans ce quartier résidentiel où vit Carlos Ghosn notamment, Nour et ses filles attendent le bus scolaire. On n'a pas le courant le matin. Même dans un immeuble de ce standing, avec des gens qui ont les moyens de payer, le courant revient à 6 heures. On n'a pas pu on ne peut pas en fait bouger dans la maison avant 6 heures parce qu'il fait noir, il fait sombre. On ne pouvait pas s'habiller. On a dû allumer les lampes de téléphone pour s'habiller. Et puis bon, à 6 heures, ça s'est allumé. On a pu ouvrir un peu les volets et allumer. On est très privilégiés. On a 2 générateurs. On l'avait acheté le second il y a 3-4 ans. Et pourtant, tout le monde m'avait dit, c'est moi qui l'avais acheté. Tout le monde m'avait dit, ne l'achète pas, pourquoi faire? On a le courant, il le coupe que 3 heures par jour. Je leur ai dit, vous êtes vraiment optimiste, vous n'allez pas voir. Vous ne voyez pas qu'avec la classe politique qu'on a, tôt ou tard, tout va tomber. Et l'histoire donne raison à Nour. Bonjour, كيفكن? Ça va? Bonjour, كيفك? رح تتأخر على بكرة كل يوم هيك؟ Aujourd'hui, au Liban, l'école est un luxe. La plupart des établissements n'ont pas pu accueillir d'élèves cette année. Direction l'école Notre-Dame de Jamour, sur les hauteurs de Beyrouth. L'établissement jésuite est jumelé à l'école Provence à Marseille. C'est l'une des rares écoles ouvertes au Liban. Ici, l'électricité n'est presque plus un problème grâce aux panneaux solaires financés par les anciens élèves et parents d'élèves. Au Liban, les initiatives personnelles et privées sont essentielles face à l'absence de réponse gouvernementale. Parmi les parents d'élèves de l'école, il y a Géraldine. Elle vit entre la Côte d'Azur et Beyrouth. Nous l'avions rencontrée quelques semaines plus tôt à Mougins. Le Liban va vraiment très mal. Il y a de nombreuses pénuries, des pénuries de médicaments. Son association, Mon Liban d'Azur, récoltait alors des fonds pour le Liban. À la différence de nombreux Libanais qui sont arrivés sur la Côte d'Azur récemment, nous avons fait le choix de rester, justement parce qu'on continue à croire à ce pays. Et j'avais envie que mes enfants continuent à apprendre tout ce qu'on peut leur apprendre ici. Déjà les 3 langues.
très important. Ils ressortent d'ici avec l'anglais, le français et l'arabe comme acquis. Et pour nous, c'était capital. Au Liban, 2/3 des enfants sont scolarisés dans le privé. Dans sa classe, on retrouve Laura. Elle passe son bac cette année. L'année prochaine, je vais faire le droit ou Sciences Po, ou au Liban, ou peut-être je quitte. Si au Liban, il y a encore des problèmes et tout, je quitte. Ces élèves, considérés comme la future élite du pays, sont appelés à bâtir le Liban de demain. Avec l'Assemblée nationale. Et le bac. Qui veut rester au Liban pour les études? La disparition de Rester au Liban, de la société c'est un acte de résistance pour ceux qui ont le choix. et le désordre impose la mise en place d'un ordre nouveau sur de nouveaux principes. Moi, j'ai une autre nationalité, je ne quitterai pas. Ah oui, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup mon Liban et j'ai confiance qu'il va sortir de sa crise. Il va redevenir un pays vraiment très beau, qui accueille, les touristes vont revenir, les investisseurs vont revenir. Donc, je ne quitterai pas. Pourtant, je peux quitter demain. À l'heure de la récré, décompression sur le toit terrasse, la future élite du Liban danse sur Jul, le rappeur marseillais. À tout moment, le pays risque l'effondrement, y compris dans le secteur sanitaire. À Beyrouth, il n'y a que 2 hôpitaux publics, dont celui de la quarantaine. Et c'est ici que sont soignés les plus démunis. Visite de l'ONG marseillaise. Avec la collaboration de la région, on va essayer de les aider sur le plan infrastructure, sur le plan matériel, sur le plan technicité. Ça rentre dans nos domaines de compétences. Humanitaire sait faire beaucoup de choses. On a travaillé dans beaucoup de pays à travers le monde. Et c'est vrai qu'on n'a toujours pas lié à ces catastrophes. Donc nous, quand il y a une catastrophe, on est là, on est à l'affût, on essaie de trouver des financements et on vient voir un petit peu les possibilités d'aider. Photo de famille devant la porte. L'homme aux bretelles, c'est l'incontournable pédiatre libanais Robert Sassi. Celui qui sourit, le vice-président de la région PACA. La région a déjà débloqué 200 000 € pour Beyrouth. On attend vos données, on attend le travail du coup parce qu'on est obligé de rendre compte à la région, à Monsieur le Président. Donc, Vous aurez de quoi lui fournir beaucoup de travail. En tout cas, c'est une belle initiative. C'est une belle initiative de coopération intelligente et qui va dans le détail et qui concerne la vie des gens. C'est quand même le plus important. Voilà, ça c'était les soins intensifs. Le plafond que vous voyez là est tombé sur une couveuse. Et il y avait un bébé dans la couveuse. Ça a été un miracle. Vous savez, on a eu beaucoup de chance, comme on est un seul étage. L'explosion était plus dangereuse. Inlassablement, Robert Sassi reçoit les journalistes et les politiques du monde entier pour garder son service debout. C'est une référence en pédiatrie au niveau national. Ça, c'est notre unité de néonatologie. On a 14 couveuses là. On a là 4 lits de soins pédiatriques. Il faut que vous sachiez qu'au Liban, en tout et pour tout, il y a 25 lits de soins pédiatriques. Donc, on a 4 chez nous. Et avec l'explosion du 4 août, il y a une quinzaine de lits qui étaient knock-out. D'accord. Donc vraiment, ça a été très difficile de... Mais un mois après l'explosion, on a recommencé à soigner des malades à l'hôpital. Effectivement, là, ça fait une grosse différence avec ce qu'on voit à l'extérieur. moi, je vous avoue, quand j'ai vu l'hôpital de l'extérieur, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va trouver? Oui. Je suis impressionné par ce que je vois maintenant. La coopération suisse a tout reconstruit en un temps record. On vit honnêtement grâce aux aides des ONG. Il y a un an, ici, c'était la désolation. Il n'y a plus de murs. C'est l'ambassade de Suisse qui a reconstruit ce service entièrement. Et là, bon, c'est pour ça qu'il est aussi beau, aussi nouveau. Reste le problème des salaires. Les soignants ne sont plus payés. 30% des chirurgiens ont fui le pays. Que les médecins de l'hôpital n'ont pas encaissé leurs honoraires du ministère de la Santé depuis les 3 premiers mois de 2020, pardon. Donc 2020 et 2021 ne sont pratiquement pas payés. Donc la consultation d'un médecin au Liban il y a 2 ans était à $50.
Là, elle n'est même pas à 10 $, 15 $. Récupérer des fonds pour payer les chirurgiens sur place, ce pourrait être la mission de l'ONG marseillaise. Parmi les bénévoles, l'émotion d'Akram Hakiki est palpable. Aujourd'hui, urologue à Aubagne, il a quitté le Liban à 19 ans pour faire sa médecine à Marseille. Dans ce cas de figure, j'aurais jamais cru un jour que je retournerais au Liban faire de l'humanitaire. J'ai toujours retourné voir mes parents, faire des vacances. Je pensais que l'humanitaire, c'était en Afrique et dans d'autres pays du monde. Dans tous les hôpitaux, on a entendu de partout, ce n'est pas les ressources humaines qui manquent, c'est les ressources matérielles, c'est l'argent. Dès qu'on arrive dans un hôpital ou dans un centre, c'est des listes et des listes de médicaments et de matériel qui nous ont tout de suite proposés. On n'a pas une décision fixe de ce qu'on va faire. Sûrement, ça va être changé au retour en France. On va se remettre autour d'une table et rediscuter de tous les échanges qu'on a eus ici au Liban. Au retour, le projet se précise. Les fonds de l'ONG Humanitera iront aux médecins libanais pour soigner gratuitement les plus démunis. Derrière les sourires, les patients n'ont plus les moyens de se soigner. Pia et sa maman attendent beaucoup du docteur Wakim. Il consulte gratuitement une fois par semaine au dispensaire, en plus de son travail à l'hôpital. Les consultations à l'hôpital, c'est une consultation normale, habituelle, qui est de moins de 15 €, donc on est à 20 $ à peu près. Avec ça, les gens ne peuvent pas se permettre quand ils ont 2-3 enfants, donc je comprends très bien qu'ils viennent au dispensaire vu la situation. Plus que 70% de la population libanaise qui est tombée sous le seuil de pauvreté. Et nous avons en plus, il ne faut pas oublier, une population étrangère aussi, qu'on accueille avec beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse, mais je pense que c'est quand même pas évident à pouvoir s'occuper de tout ça avec un problème économique aussi grave. Et nous n'avons pas toujours ce qu'il faut pour les aider. Nous manquons de médicaments, nous manquons de vaccination. Bon, je parle de point de vue sur le plan sanitaire uniquement, mais nous manquons de tout. Si dans 48 heures, et les médecins qui consultent gratuitement se comptent sur les doigts d'une main. Le docteur franco-libanais en fait partie. Il a décidé de rester pour aider la population à son échelle. Face à un quotidien fait d'inquiétude et d'incertitude, la perspective de l'exil est omniprésente. Ceux qui restent devront s'adapter, une fois encore. La nuit venue, dans le quartier des bars, défiguré par l'explosion, la vie nocturne reprend tout doucement ses droits. Comme Heidi, la jeunesse tente de conserver son insouciance. Et la vie continue malgré tout. Et on cherche toujours à en tirer le meilleur profit, à faire de belles choses et puis à décompresser. Et à rester dans la continuité. Pourtant, 90% de ses amis ont quitté Beyrouth. Heidi, lui, prévoit de s'installer bientôt à Marseille, loin du Liban, une terre qui puise sa force dans cette population qui quitte son pays sans jamais l'abandonner.